C'était il y a près de 4 ans, une fusillade à Bordeaux dans le quartier sensible des Aubiers, quartier sensible comme on dit. Fusillade au terme de laquelle un adolescent de 16 ans, Lionel, était fauché mortellement. Le procès se tient en ce moment et un certain nombre de témoins finissent par renoncer à venir parler. Parfois, certains se rétractent. Pourquoi? Ils le disent, ils ont peur de représailles. Ils ont peur, pour certains d'entre eux, d'affronter le regard des accusés. On en parle avec notre invité, Maître Yann Herrera. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes avocat de la partie civile et des proches de Lionel, assassiné en 2021 quand il avait 16 ans. Le procès de la peur, on renonce à venir témoigner en France. Est-ce que d'abord vous avez déjà vécu ça, vous, en tant qu'avocat? Alors des rétractations dans des procédures, des gens qui ne témoignent pas, ça arrive. En si grand nombre et avec des explications aussi explicites, ça c'est une première. On avait déjà vu en cours de procédure ce phénomène-là, puisqu'il y a eu des rétractations en cours de procédure, en cours d'instruction. Mais je ne vous cache pas que la démonstration de force qui est intervenue dès le premier jour du procès a précipité ce réflexe-là, avec non seulement des témoins qui ont écrit en faisant part de leur peur, ce qui apporte un éclairage supplémentaire sur la nature de ce dossier-là, et des gens qui acceptent de comparaître, mais qui ne disent plus rien finalement. Oui, donc et c'est effectivement inédit dans cette ampleur-là. Oui, et ça revient au même. Alors j'aimerais que vous nous racontiez malgré tout cette fameuse démonstration de force qui a eu lieu au premier jour du procès, parce que c'est effectivement là que ça a décidé beaucoup de choses. Oui, et cette démonstration, en réalité, est à l'origine des incidents. Je m'explique. Il se trouve que j'en ai été témoin, donc je peux le relater d'autant plus facilement, que cette audience-là, en réalité, c'était pour le premier jour assez bien passé, on ne peut pas dire autre chose, c'était apaisé, peut-être même un peu désincarné à vrai dire. On avait un côté un peu administratif, mais ça c'est tout à fait normal, c'est le premier jour, on s'installe, on lit l'acte d'accusation. Donc l'audience se passait sereinement, il n'y avait pas de difficulté, avec une séparation naturelle entre, je peux parler des camps aujourd'hui, puisque c'est l'histoire de ce dossier et c'est ce que révèle la suite, avec une séparation naturelle entre les camps. D'un côté, le banc des parties civiles avec les habitants des Aubiers, et de l'autre côté, le box des accusés, avec les habitants, pour certains d'entre eux, il y avait effectivement des spectateurs également, le camp Saint-Louis, si j'ose dire. De l'autre Au quartier. vu du nombre des accusés, la présidente avait installé certains des avocats de la défense dans le banc des spectateurs, parce que le box était trop petit pour accueillir tout le monde et que certains des accusés étaient libres. La présidente avait exigé que le banc derrière ses avocats soit laissé libre. Et en toute fin d'audience, alors que la présidente s'apprêtait à lever l'audience, on a vu arriver une dizaine d'individus dont on apprendra par la suite qu'ils étaient passés par le tribunal pour contourner la sécurité qui avait été mise en œuvre, dont on jugera qu'elle est insuffisante. Ça, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais en tout cas, elle avait été mise en œuvre du côté de la cour d'appel. Les intéressés, finalement assez bien préparés, sont passés par le tribunal pour déjouer la sécurité. Sont arrivés, j'en avais compté 8, on m'a appris qu'ils étaient 9. Sont arrivés tous en même temps, tous vêtus de noir, avec des gabarits impressionnants. Pour vous dire, moi, je mesure 1m91. Quand je les ai vus arriver, tout de suite, je me dis, tiens, qui c'est ça? On s'est tous fait la réflexion. Vous vous êtes senti petit. On s'est senti petit et puis surtout, il y a quelque chose qui se passait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces malabars, puisqu'il faut les appeler comme ça? Alors ils ont commencé, dès que l'audience a été levée, tout de suite ils ont manifesté des signes de soutien, des gestes de la main, des interpellations envers les accusés. Certains des membres du public et visiblement proches des accusés, puisqu'ils se sont précipités vers le box, ont commencé à aller échanger, etc. Et la présidente a tout de suite indiqué qu'elle était opposée à ce genre de manifestation, et je cite que ça commençait mal. Et ensuite, deuxième acte, auquel je n'ai pas assisté, mais qui m'a été relaté par Madame Nieba, que je crois volontiers, puisque dans ce dossier-là, elle n'a jamais pris parti, elle a toujours appelé à l'apaisement jusqu'hier soir lorsqu'elle a pris la parole. Elle me relate en pleurs que les intéressés ont commencé à taper dans la foule. D'autres de mes clients m'ont relaté qu'ils étaient équipés de gants coquets. Et effectivement, là, ça a dégénéré, puisque vous imaginez bien que dans un climat comme celui-ci, ça a dégénéré en bagarre générale, dont on a vu les images dans la presse pour cette bagarre qui se passait dans la salle des Pères Perdus et qui dégénère sur un troisième acte dont je suis témoin encore, c'est que la bagarre a continué jusque dans la salle de la cour d'assises. Donc la guerre de ces quartiers, la guerre des quartiers entre les Aubiers et Saint-Louis s'est invitée au tribunal. Aujourd'hui et depuis ce qui s'est passé, combien de témoins ont fini par renoncer à témoigner, soit en venant ne rien dire, soit en ne venant pas tout court?
Alors, il faudrait que je les dénombre parce qu'ils n'étaient pas en nombre très important, finalement, les témoins qui étaient convoqués, parce qu'il est difficile de tenir un planning d'audience convenable, je dirais, dans une affaire qui déjà mobilise 15 jours de la justice. Donc, il a fallu cibler les témoins qui viendraient, puisqu'il y a 3 types d'affaires. Il y a 2 affaires de meurtre et tentative de meurtre qui sont jointes, auxquelles on a des délits connexes d'association de malfaiteurs et un délit connexe de violence. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, il y a pour l'affaire qui nous concerne, nous, il y a assez peu de témoins. Et je ne parle que de mémoire parce qu'il faudrait que j'ai comptabilise. Il y en a bien 3-4 qui se sont désistés. Mais il faut y ajouter ceux qui ont effectivement été entendus, dont une personne qui est détenue, qui avait été blessée dans ce dossier-là, et dont le témoignage a été éloquent malgré son silence sur les faits eux-mêmes, puisqu'elle a clairement refusé de parler. Elle a dit moi, je ne peux pas mentir, posez-moi des questions, et je ne mentirai pas, je vous répondrai. Et finalement, ça n'a pas fonctionné, malgré les tentatives désespérées de certains des avocats des parties civiles. L'omerta s'est imposée. L'omerta. Je voudrais qu'on dise un mot sur ceux qui sont quand même venus parler, notamment ce jeune homme de 22 ans qui est venu et qui a commencé par dire « Je suis là pour Lionel ». Nos confrères le racontent du Figaro et de Sud-Ouest. Il le dit en évitant le regard des accusés qui sont dans le tribunal. Est-ce que ce jeune homme qui est venu témoigner, il est placé sous protection aujourd'hui? Parce qu'il le raconte, qu'il a mis beaucoup de temps à se reconstruire et qu'en même temps, il a peur des représailles. Il a hésité à venir. Il a hésité à venir, il a estimé que c'était de son devoir de venir, comme tous ceux qui ont eu le courage de s'exprimer, que c'était son devoir de dire ce qu'il avait vécu. Et je n'ai pas connaissance qu'il bénéficie d'une protection particulière, comme qui que ce soit dans ce dossier d'ailleurs. Et les menaces sont finalement un peu diffuses, parce qu'elles sont relayées sur les réseaux sociaux, et je dois vous dire qu'on en a eu la démonstration, puisque dès le 2e jour du procès, on nous a transmis une image des parties civiles qui avaient été prises dans la presse, entourés, où on les traitait de balance. Donc si on dit long, je ne sais pas quelle est la consistance concrète de ces menaces, mais il n'y a pas de mesures particulières qui sont prises à ma connaissance. Est-ce que vous les demandez aujourd'hui, vous, avocat des parties civiles, qui avez besoin de la manifestation de la vérité par justement ces témoignages? Je ne les demande pas. Je ne les demande pas parce qu'il me semble que ce serait une folie de la part de qui que ce soit de venir exécuter, je dirais, ces menaces. Pourquoi? Parce qu'on est dans un climat qui est extrêmement tendu, un climat qui a coûté la vie à un innocent, on le sait, qui était totalement étranger à quelque tension que ce soit. Lionel. Ce serait ravivé, voire souffler sur les braises. Et je pense que dans un procès où il faut que la manifestation de la vérité se fasse de manière sereine, ce ne serait servir aucun camp. Donc, je n'ai pas d'inquiétude particulière. En tout cas, moi, je ne les demande pas parce que pendant ces 4 années, malgré tout, les parties civiles que je défends ont été épargnées. Malgré tout, ça en dit long du climat dans ces 2 quartiers, ce qui s'est passé cette semaine au tribunal. On va suivre ce procès avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage, maître Yann Herrera. Merci à vous. Soyez prudents quand même, c'est toujours important. Merci. Et bon courage, surtout à vos clients, parce que c'est eux qui souffrent le plus de cette affaire. Je rappelle que vous êtes avocat de la partie civile et des proches de Lionel, assassiné en 2021 dans le cadre d'une guerre entre quartiers alors qu'il n'avait que 16 ans. Rendez-vous compte quand même.